Élection européenne, bien sûr, avec des débats sur toutes les chaînes. Le Premier ministre qui s'est exprimé ce matin sur France Info. Eh bien, nous sommes avec un proche du Premier ministre ce matin, qui est Gilles Boyer dans les studios du Figaro, qui est le numéro 12 sur la liste Renaissance, la liste du président de la République pour ces mêmes élections européennes. Boyer, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu naître un peu partout des affiches avec le président de la République en photo, avec un drapeau européen qui est tout petit d'ailleurs, entre parenthèses. Si ces affiches existent, c'est parce que ça ne marche pas, la campagne de Madame Loiseau, qui est la tête de liste? Quelle histoire! Ces affiches, on a publié plusieurs affiches. Il y en a une en effet avec le visage du président de la République. Moi, j'en suis très fier. Je suis très fier de son soutien. Il s'engage avec nous. C'est un mystère pour personne. D'autres présidents l'ont fait dans le passé. Je me permets de le rappeler. On a retrouvé des photos de Nicolas Sarkozy sur des affiches de l'UMP à l'époque. Donc vraiment, quelle histoire! Vous avez vu, hier, il y a eu un débat à la télévision entre M. Bardella, Rassemblement National, Mme Loiseau. C'est compliqué de défendre l'Europe, on est toujours dans les cordes. Bardella, qui est un jeune homme, mais pugnace et talentueux quand même, eh bien, a semblé quand même souvent à son avantage, non? Ah, vous trouvez? M. Bardella, c'est une mitraillette à éléments de langage et à fausses nouvelles. D'accord. Pourquoi fausses nouvelles? Parce que il tord la réalité. Oui, il a émaillé son propos d'allusions, de choses qui sont fausses, qui sont non démontrées, ensuite en détournant la conversation dès lors que le sujet le gênait, refusant de répondre, comme Marine Le Pen d'ailleurs, sur le point de savoir si le Front National est toujours hostile à la sortie de l'Union et à la sortie de l'euro. Vous avez remarqué qu'ils ne répondent jamais clairement à cette question. Et puis, avec les fantasmes qu'on agite sur les centaines de milliers de Pakistanais qui s'apprêteraient à envahir la Roumanie ou des choses comme ça, on reste dans un univers d'irrationnel et de fausses nouvelles qui ne vise qu'à attiser les peurs. Le Premier ministre a donné une interview au Figaro en début de semaine. Il a parlé de la droite Trocadéro. Ça veut dire quoi? C'est la première fois qu'il parle de la droite et de la droite Trocadéro. Et il a peur, vous avez peur, vous, à la majorité présidentielle, de voir cet électorat que vous aviez réussi à séduire repartir sur ses bases? La droite Trocadéro n'a jamais été... C'est quoi la droite Trocadéro d'ailleurs? La droite Trocadéro, c'est celle qui s'est mobilisée pour soutenir François Fillon. Non, mais ce moment du Trocadéro... Il y a une connotation idéologique là-dedans. On va en parler. Ce moment du Trocadéro, c'est un moment de fracture dans la droite française. Personne ne peut le contester. C'est là où Fillon est lâché par... Il y a eu un avant et un après, et non pas tellement sur une tonalité idéologique, mais aussi sur une dialectique à l'époque de stigmatisation des médias, de la presse et de la justice. Voilà. Et nous étions nombreux à regretter que François Fillon, mis en examen, n'ait pas tenu son engagement. Nous étions nombreux à le regretter. Et donc la droite du Trocadéro, il ne s'agit pas de la stigmatiser, il s'agit de la qualifier. Elle existe. C'est quoi? C'est une droite ultra-conservatrice? C'est une droite plus dure, plus conservatrice sur les sujets de société, sans aucun doute. Une droite qui est dans une opposition qu'on peut qualifier de systématique au gouvernement actuel. Et une droite qui n'est qu'une droite parmi d'autres. J'insiste là-dessus. Pourtant, si on regarde un peu les leaders de la droite aujourd'hui, qui sont au Parlement, il y en a beaucoup qui ont voté les textes que vous avez soumis, les textes notamment économiques. Oui, mais là, on est dans le paradoxe, mais dans la dialectique du Parti des Républicains et de Laurent Wauquiez, il n'y a jamais rien qui va, il n'y a jamais rien de bien. Le Premier ministre a dit qu'il était de droite ce matin. Vous êtes aussi de droite, toujours? Moi, je suis du centre droit. J'ai accompagné Alain Juppé durant plusieurs années, pendant presque 20 ans de ma vie. J'ai travaillé aux côtés d'Édouard Philippe. Et pour moi, la politique qui est conduite est, non pas à 100%, mais en tout cas dans la ligne philosophique de ce que j'ai toujours défendu aux côtés d'Alain Juppé. Alors, on regarde les sondages qui sont toujours un peu plus aléatoires pour les européennes, mais quand même, parce qu'il y a beaucoup d'abstention. On n'y échappera sans doute pas encore cette année. Ces sondages montrent que finalement, depuis 4 ou 5 mois, tout le monde est à peu près au même niveau, sauf un. François-Xavier Bellamy, qui a quand même fait une petite progression sensible. Vous n'avez pas peur quand même que cet électorat, qu'il y ait une partie de cet électorat qui a rejoint Bellamy depuis quelques semaines, eh bien c'était un électorat qui était plutôt favorable au Premier ministre, au Président de la République? D'abord, j'ai peur de rien. Ensuite, je remarque que les Républicains étaient à 15% d'intention de vote il y a un an, et ils étaient à 8% il y a 3 mois, et qu'aujourd'hui, ils sont à 13 ou 14. Donc on ne peut pas parler de remontada, on peut au pire parler d'une hémorragie qui a été freinée. J'ajoute qu'un mouvement politique qui se fixe comme objectif, c'est-à-dire 15%, de faire 6 points de moins que la dernière fois et 5 points de moins que son... Ils n'ont jamais dit que c'était leur objectif. Si, 15% serait un bon score, je l'ai entendu de la part de Colistier. C'est un objectif qui est largement inférieur au score qu'ils ont obtenu lors des dernières élections. Donc ce n'est pas signe d'un parti en bonne santé. Vous trouvez? Ah oui, je trouve. Je constate que M. Bellamy attire sur lui un courant
de sympathie à titre personnel, sans doute par contraste avec Laurent Wauquiez qui lui suscite beaucoup, je crois. Qu'est-ce qui vous sépare de Bellamy? Parce qu'en dehors, on ne va pas reparler de l'avortement. Bah si, on peut en reparler. Non, mais en dehors de ça, parce qu'il n'en a pas fait important. un argument de campagne, hein. Il faut quand même le reconnaître, il n'en a jamais parlé pour la campagne électorale. Ça fait partie de lui. Mais qu'est-ce qui vous... Alors, il y a deux choses qui vous distinguent, d'après moi. C'est le fameux bouclier social dont a parlé le président de la République dans sa lettre aux Européens. Bouclier social, ça veut dire un SMIC européen. Et deuxième chose, une défense européenne. Cette défense européenne, c'est une utopie totale. Écoutez, si on arrête de se fixer la défense européenne comme objectif, on est certain que rien ne se passera. Ouais. Dans son discours de la Sorbonne, le président en avait déjà fait un objectif, et ce sera évidemment la politique des petits pas. Mais sur ce sujet, évidemment, le départ des Britanniques va nous affaiblir, puisque c'est avec eux que les coopérations étaient, en matière militaire, les plus fructueuses. Donc il faut commencer par des petits pas, évidemment, et c'est le rôle du président de nous fixer des objectifs qui sont ambitieux. De solidarité, plutôt. C'est-à-dire que nous, on a les armes, on a les hommes, mais on demande aux autres de payer. Mais c'est la première étape. L'idée ensuite de pouvoir constituer des forces d'intervention communes sur les terrains d'opération où les intérêts à défendre sont européens. Lorsque la France est intervenue au Mali, les Européens étaient bien heureux que la France intervienne parce que les intérêts, on est bien seul, hein, les intérêts qui ont été préservés sont européens. Mais en effet, on est seul et l'objectif, c'est de changer. Le SMIC, ça paraît complètement utopique aussi, le SMIC. Quand vous avez vu, vous savez à quel niveau est le SMIC en Grèce, par exemple? Non, je ne sais pas, il doit être évidemment... 850 si vous posez la question. Oui, mais très bien. Il ne s'agit pas de mettre le SMIC au même niveau dans tous les pays d'Europe, vous avez bien compris. Il s'agit que chaque pays européen, aujourd'hui il y a encore 6 pays européens où il n'y a pas de salaire minimum. Ce serait évidemment un progrès social que dans ces pays, il y ait un salaire minimum adapté au niveau de vie de chaque pays. Il ne s'agit pas d'en fixer le même montant partout parce que les inégalités de niveau de vie sont encore importantes au sein de l'Union. Oui. Mais déjà que chaque État membre ait un salaire minimum proportionnel à son revenu médian, ce serait déjà un progrès. Et les travailleurs détachés, est-ce qu'il faut carrément mettre tout le monde au même régime et arrêter cette distorsion, justement, de charge salariale entre les uns et les autres? Le président de la République et Nathalie Loiseau, lorsqu'elle était ministre des Affaires européennes, ont obtenu en la matière un progrès important, qui est qu'à salaire égal sur le même lieu de travail, à travail égal sur le même lieu, on obtient le même salaire. C'était déjà une progression. Notre objectif, c'est maintenant d'arriver à un acte 2 du travail détaché et d'intégrer toute la dimension cotisation sociale, charge sociale à cette affaire, de manière à éviter les cas les plus lourds de fraude qui ont évidemment discrédité le système. Mais je rappelle qu'il y a 200 000 Français qui travaillent à l'étranger, et qui sont des frontaliers, et à cela il faut aussi pouvoir parler. Donc supprimer ça, c'est totalement absurde dans un contexte de libre circulation à l'intérieur de l'Union. Rassemblement national, vous avez dit que c'était parti de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je trouve que le paradoxe, c'est qu'ils se disent nationalistes, mais qu'ils font le jeu de nos adversaires dans la compétition économique mondiale. Oui, ils font le jeu de nos adversaires. Vous n'avez pas les adversaires, eux et vous. Visiblement, mais enfin, défendre les Français alors que Donald Trump, les Chinois, les Russes ne rêvent que d'une Union européenne faible. Ils rêvent de négocier avec la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et nous faisons bloc. L'Union européenne est une puissance économique majeure, en capacité de négocier d'égal à égal avec nos rivaux dans une compétition économique qui est intense. Et le Front National partage le même objectif qu'eux, c'est-à-dire affaiblir l'Union. Et je trouve que c'est pour ça que je me suis permis de les qualifier. Revoir Schengen, les accords de Schengen, vous allez y arriver, ça? Ça paraît complètement inimaginable. Non, mais là aussi, c'est un objectif qu'on doit se fixer. Plus l'espace de liberté de circulation à l'intérieur des frontières est grand, et c'est un des grands acquis de la construction européenne, et plus, en effet, nos frontières extérieures doivent être préservées. Un principe de solidarité avec les pays qui se trouvent géographiquement en première ligne, mais aussi un principe de responsabilité, renforcer les moyens de Frontex, on en a parlé, 10 000 personnels au lieu des 700 actuels. Ça fait partie des objectifs qui sont évidemment importants et qui vont contribuer à l'émergence, je crois, d'une opinion publique européenne et à réconcilier l'Union européenne avec les citoyens européens et français en particulier. Qu'est-ce que vous dites à Mme Merkel, qui, dans une interview hier dans la presse allemande, n'a pas été très tendre avec le président de la République? Il y a comme un parfum de crise là, entre les deux pays. Alors j'ai la chance de lire et de comprendre la langue allemande, et la traduction qui en a été faite est beaucoup plus violente. Beaucoup plus violente. Elle a juste dit qu'avec le président Macron, il y avait des sujets sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Il a un peu bousculé aussi, peut-être, non? Mais comme c'est arrivé avec ses prédécesseurs, je crois. Il l'a bousculé, oui. Le roi de l'Europe, non, quand il est arrivé. Ceux qui le critiquent aujourd'hui sont les mêmes qui disaient que la France était le petit chien de l'Allemagne, qui suivait l'Allemagne en tout et qui n'avait aucune espèce d'influence en Europe. Donc il faut choisir. Je me réjouis de voir que la France est aujourd'hui un partenaire d'égal à égal avec l'Allemagne, qu'elle négocie, qu'elle traite, qu'on a des points de désaccord, qu'on les aborde, qu'on les traite. Et ceux qui sont alarmants... C'est pas une mauvaise façon qu'elle lui fait quand même à quelques jours
l'ouverture d'un scrutin. Quand on lit l'interview, c'est pas du tout comme ça qu'on doit le lire. Vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. Et j'ajoute que ceux qui sont à la remorque de Mme Merkel et de la CDU aujourd'hui, c'est pas nous. C'est les Républicains qui seront largement minoritaires dans un groupe qui sera dominé par la CDU allemande, qui veut enlever le siège du Parlement européen de Strasbourg et qui propose de mettre en commun le siège au Conseil de sécurité, le siège en commun de la France. Mais alors justement, question, on se demande pourquoi le président de la République prend autant de risques, s'affiche, alors que ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez être quoi, 20, 22 députés, eurodéputés Renaissance, dans un groupe qui pèsera, qui sera peut-être le troisième groupe du Parlement européen, derrière les conservateurs, les sociodémocrates. Pourquoi prendre autant de risques? C'est ça. C'est la bagarre, elle est nationale là ou elle est européenne? Le président de la République, dans son parcours politique, et je ne vais pas vous surprendre en disant ça, il s'est construit sur la prise de risque. Il ne s'est pas construit en se cachant. Il s'est construit en prenant des risques, en cassant des codes établis. Et donc il ne va pas changer, a fortiori sur un sujet aussi important de l'Europe, qui est au cœur de sa campagne présidentielle et qui on a été nombreux à être séduits par ça, le fait qu'un candidat à l'élection présidentielle ose présenter une vision positive de l'Europe lors d'une élection présidentielle. Donc c'est une élection importante, décisive, un moment... Qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas en tête? Il se passe que nous serons déçus et que ce sera dommage. Voilà ce qui se passera. Le président de la République ne doit pas démissionner, pour autant. C'est ce que demande Mme Le Pen. Oui, mais Mme Le Pen, qui a perdu une bonne dizaine d'élections dans sa vie, n'en a jamais tiré aucune conséquence. Et si tous ceux qui perdaient une élection devaient arrêter de faire de la politique, je ne serais pas devant vous, M. Tréhard, il n'y aurait plus grand monde. Il y aurait plus grand monde. Donc il y a une élection présidentielle, il y a un projet qui est mis en œuvre. Et ensuite, le temps du jugement porté sur le bilan du président viendra plus tard. D'accord. Vous allez siéger dans quel groupe alors? Est-ce que vous allez finalement siéger avec le groupe des libéraux de M. Verhofstadt? Ce groupe s'est dissous. Vous avez peut-être noté ça, M. Verhofstadt a annoncé sa dissolution et la reconstitution d'un nouveau groupe dont nous serons, nous, délégation française, élus sur la liste Renaissance, le centre de gravité politique et qui inclura les députés européens libéraux, démocrates, mais aussi d'autres personnalités. C'est-à-dire? Vous avez peut-être vu notre réunion publique de Strasbourg, au cours de laquelle nous avions une dizaine de partenaires européens qui étaient là, qui sont venus manifester leur soutien, avec l'ambition de constituer un groupe au Parlement européen qui sera un groupe central, qui sera charnière, qui sera indispensable. Charnière entre les sociodémocrates et le PPE, les conservateurs? En tout cas, sans ce groupe, aucune majorité ne pourra se faire sans ce groupe. Et donc, parce qu'il n'y aura aucun groupe qui aura la majorité. Oui, on sera... Même sociodémocrates et PPE ne pourront plus c'est un parlement où faire la majorité? C'est un parlement où tout le monde est minoritaire, en vérité. Et où, jusqu'à présent, les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, à eux deux, avaient la majorité absolue. Et selon toute vraisemblance, ils vont la perdre. Ce qui fait que l'émergence d'un groupe central, nous espérons d'une centaine de députés européens, sera en situation de peser sur le choix des personnes, bien sûr, mais surtout sur le programme de gouvernement. Vous serez présent à Strasbourg toutes les semaines? Ah bah non, puisque à Bruxelles, on est à Bruxelles 3 semaines sur 4 ou presque. Mais évidemment, et la 4e semaine, vous pourriez aussi continuer à être à Bruxelles. Il y a un grand débat sur le siège du Parlement européen. Vous, personnellement, c'est un débat qui est vieux comme l'Union européenne. Bah oui, mais qui a l'air de ressurgir. Et les Allemands Il ressurgit, mais nous le poussons. J'aimerais bien avoir la position des Républicains français sur le sujet. En tout cas, nous avons pris position. Hier, M. Danjean a dit qu'il était pour rester à Strasbourg, pour le Parlement. Très bien, donc il est donc en désaccord avec la CDU qui siège dans le même groupe que lui, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. En ce qui nous concerne, nous sommes évidemment extrêmement déterminés, comme le Président de la République et le Premier ministre, à conserver le siège du Parlement européen à Strasbourg. Je n'en sais rien, mais nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour le maintenir. C'est un équilibre précieux, on a la BCE à Francfort, on a la Commission à Bruxelles. Oui, mais tout ça, ça coûte cher, ça pollue aussi, parce qu'il y a des camions qui transportent des dossiers. Et bien à ce moment-là, mettons tout à Strasbourg. Ah oui, c'est la proposition que vous faites aux Allemands. Pourquoi pas. D'accord. Ça polluera moins. Dernière chose, il y a une crise des Gilets jaunes qui ne vous a pas échappé. Vous êtes libéral, vous êtes pour la politique qui était conduite par le président de la République économique, au moins. Je ne sais pas si elle se qualifie de libérale, mais oui, moi je me sens plutôt libéral en économie. Pourquoi ce tournant keynésien du président de la République alors? Je n'ai pas noté de tournant keynésien. Ce qui a été annoncé, c'est quand même pour l'essentiel une accélération de ce qui était prévu. Et en particulier lors des annonces du 10 décembre. Donc je n'ai pas noté de tournant, puisque précisément... on ne fait pas d'économie budgétaire. Hein. Non, mais précisément ses adversaires lui reprochent de ne pas changer de politique. Ouais. C'est donc la meilleure preuve qu'ils considèrent qu'on est dans la continuité. On est avec Gilles Boyer, qui est sur la liste Renaissance du président de la République pour les élections européennes. Et Jean-Baptiste Sémergent nous rejoint dans les studios. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Gilles Boyer. Bonjour.
Première question, première réaction, c'est Patrick. Patrick qui raconte Il y avait 3700 personnes pour soutenir François-Xavier Bellamy hier au Palais des Congrès à Paris. Il y a une vraie dynamique pour sortir du duel Macron-Le Pen, dit-il. Vous en pensez quoi? Vous la voyez, cette dynamique-là? Je ne sais pas s'il y avait 3700 personnes. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. On connaît la fiabilité de ces comptages. Mais tant mieux s'il y a une dynamique. Si tout le monde est content, moi je suis content. Je n'ai pas de raison, on verra les scores à la fin. Ça vous arrange quand même cette opposition RN En Marche? Mais ce duel, c'est pas nous qui l'avons inventé, Monsieur Tréhard, c'est les Français. C'est le duel du second tour de la présidentielle. Ce duel, il existe. Personne ne peut dire qu'on le fait vivre particulièrement. Il est là. Il est là. Je sais bien que les LR s'en désespèrent, mais il n'empêche que, et particulièrement sur le sujet européen, le choix c'est stop ou encore. Nous sommes pour davantage d'Europe, pour une renaissance de l'idéal européen, et le Front National veut déconstruire ce que nous avons construit depuis 50 ans. Ça a le mérite de la clarté. On reste sur les européennes. Est-il nécessaire qu'Emmanuel Macron s'engage autant dans la campagne européenne, demande Haute-Marne. Oui, nous en avons parlé, j'estime que... Vous en avez parlé avec lui? Pas personnellement. L'autre jour, il nous a reçus avec les colistiers, et c'était un moment important pour nous, un moment où il nous a donné des arguments. Il nous a dit qu'il souhaitait s'engager personnellement dans la campagne, ce que nous étions unanimes à souhaiter. Je serais, moi, à titre personnel, ravi qu'il s'engage davantage. Et c'est à lui, en tant que président de la République... Un meeting? Je ne sais pas, c'est à lui de le dire. Je comprends que ce soit une décision difficile pour un président de la République de participer à une réunion électorale. J'ai vu que même Nicolas Sarkozy, qui est ancien président, lui, n'avait pas souhaité participer à un meeting en faveur de la liste qu'il soutient à demi-mot. Et donc, c'est un choix difficile. C'est à lui de le faire. Mais tout ce qu'il pourra faire dans cette dernière ligne droite sera pour nous extrêmement précieux. Juppéiste, un jour juppéiste, toujours, tweet François. Ça vous parle? Vous êtes toujours juppéiste? Ah oui, bien sûr. Je crois que je le serai toute ma vie. Alain Juppé, il m'a construit dans ma vie d'homme politique et d'homme tout court. J'ai travaillé avec lui pendant plus de 15 ans. À Bordeaux, à Paris, j'étais le directeur de sa campagne pour la primaire. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que je suis son ami. La Pousse s'interroge sur vos convictions, car vous êtes passé des Républicains aux Marcheurs, dit-il, et c'est vrai. Vous répondez quoi? Vous le rassurez? Vous lui dites quoi sur les convictions? Vous comprenez? Il y a beaucoup de différences. Je lui réponds qu'aujourd'hui, d'abord, je suis adhérent à aucun mouvement politique, je me permets de le dire, et qu'en effet, j'ai... Vous n'êtes pas à la République En Marche, vous? Non, je suis adhérent à aucun parti politique. D'accord. Vous étiez adhérent aux Républicains? J'étais adhérent aux Républicains. Je vais me permettre de vous dire la chose suivante. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai changé, c'est plutôt eux qui ont changé. Moi, les Républicains. Et c'est pour ça que j'en suis parti. Comment ils ont changé? Moi, j'ai vécu dans ce grand parti de la droite et du centre qui était l'UMP, qui avait été imaginé par Jacques Chirac, conçu et mis en œuvre par Alain Juppé. Un parti où des sensibilités différentes pouvaient vivre, et où la droite que je représente modestement, la droite humaniste, libérale sur les sujets économiques, mais aussi progressiste sur les questions de société, cette droite-là, elle pouvait vivre au sein de ce grand mouvement sans être stigmatisée. Et aujourd'hui, on a une sévérité exemplaire des LR vis-à-vis de ceux qui envisagent une alliance avec le centre et avec le président de la République, qui veulent l'aider à réussir, alors qu'il y a une coupable bienveillance, à mon avis, des LR vis-à-vis de ceux qui flirtent avec l'extrême droite. Mais vous voyez bien que quand même, ils arrivaient à se réunir avec François-Xavier Bellamy, Mme Pécresse, M. Estrosi, qui avaient pris leur distance avec le parti. Et hier, ils étaient sur la tribune. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, dans cette Mme Pécresse ne pense pas la même chose tout à fait que M. Wauquiez, ni que M. Bellamy. Et d'ailleurs, dans cette mouvance du centre-droit que je qualifie, nous n'avons pas tous fait les mêmes choix. Moi, j'ai fait ce choix, et Édouard Philippe a fait ce choix depuis longtemps, de se dire que le président de la République, l'élection du président de la République en 2017, le fait qu'il choisisse un Premier ministre qui n'est pas issu de son camp politique, ça crée une situation totalement nouvelle. Nous pensons que nous devons l'aider à réussir. Ce n'est pas l'avis d'autres personnalités du centre-droit. Je ne porte pas de jugement sur ce choix. Je constate qu'ils sont différents. Mais les Républicains ont échoué à incarner l'ensemble de la droite française. Sinon, ils ne seraient pas aussi bas. Et vous avez échoué à rallier M. Lagarde et l'UDI qui devraient normalement être avec vous, non? Ils ont constitué une liste. Oui, ils ont constitué. C'est 2% dans les sondages, mais c'est important. Je ne sais pas s'ils devraient être avec nous. J'imagine qu'il y a des raisons personnelles qui interfèrent dans ce choix. Donc on verra quel sera leur score. Et les élections européennes, traditionnellement, sont propices à la multiplication des listes. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je le dis, c'est dommage, parce que je pense que sur l'idéal européen, sur la vision européenne stricto sensu... La faute au président de la République, non? Qui n'a pas su lui tendre la main? Non, la faute à la vie politique. Et je crois qu'il y a des considérations de politique nationale qui ont interféré dans le choix de Jean-Christophe Lagarde de présenter une liste, beaucoup plus que de vraies divergences sur le sujet européen.
Judy vous demande que gardez-vous de votre passage aux côtés d'Édouard Philippe à Matignon. Vous avez été son conseiller. Vous êtes fier de quelque chose? Vous avez un bilan par rapport à ce que vous avez fait là-bas? Ah oui, je suis très fier. Les 80 km/h d'ailleurs. On va en parler si vous voulez, c'est pas tabou. Je suis très fier d'abord de ce que j'ai fait, je suis très fier de lui aussi. Très fier de lui parce qu'au moment où il a été nommé, c'est vrai que c'était une surprise dans la vie politique française. Il était largement méconnu des Français, bien connu de sa ville du Havre, mais au-delà, c'était plus incertain. Et j'ai été très fier de le voir évoluer, grandir, bâtir avec le président de la République une relation de confiance, s'imposer comme le chef de cette majorité. Et je suis très fier de toutes les décisions qui ont été prises. Vous évoquez les 80 km/h. C'est la fierté et c'est l'honneur de la politique de prendre ce genre de décisions qui sauvent des vies, qui sont certes impopulaires, qui peuvent occasionner des tracas à beaucoup de nos compatriotes. On en est pleinement conscient, comme toutes les restrictions d'ailleurs apportées à la sécurité routière. Lorsqu'on a imposé le port de la ceinture de sécurité, les Français n'étaient pas contents. Et pourtant, ça a sauvé des centaines, des milliers de vies. Ce matin, il a dit que finalement, il se rangeait à la position qui consistait à donner aux présidents des conseils départementaux le choix d'adopter ou pas. Oui, que je crois que ce qu'il a dit, c'est que la règle, c'est le bon sens. Les 80 km/h restent la règle, et que si les élus souhaitent prendre la responsabilité sur certains tronçons d'y déroger, ça semblait envisageable de pouvoir le faire. C'est un retour en arrière quand même. Non, c'est la responsabilité des. Enfin, on ne peut pas nous dire à la fois il est têtu, il est droit dans ses bottes, il n'écoute pas, et puis quand il écoute, nous dire c'est un recul, c'est une reculade ou c'est un retour en arrière. Il y a une prise de conscience que cette mesure pouvait paraître à certains élus locaux trop générale et inadaptée aux réalités du territoire. On va voir si maintenant que cette latitude leur est offerte, on va voir s'ils saisissent la balle au bon et prennent la responsabilité d'augmenter la vitesse moyenne sur certains tronçons. C'est intéressant. Édouard Philippe, dans une émission de télévision à laquelle j'ai assisté et participé, face à des Français, d'une rare violence d'ailleurs, avait lâché cette expression, cette formule en disant qu'on ne le reverrait plus en politique une fois qu'il serait parti de Matignon. Vous confirmez ? Je n'ai pas à confirmer, c'est à lui de le dire. Il l'a dit. Et donc au moment où il l'a dit, j'imagine qu'il le pensait. Après, la vie est longue, je ne sais pas. Ça vous a étonné ? Pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, je sais qu'il a en lui de nombreux jardins secrets qui fait qu'il peut vivre sans politique. Et je crois que c'est un atout quand on en fait. Ah oui, moi tout à fait, je l'ai déjà fait. Je crois que c'est un atout quand on fait de la politique de ne pas en être totalement dépendant. D'accord. Dernière question. Dernière question, c'est sur Figaro Live. Que pensez-vous de la politique de Trump? Alors, on s'éloigne beaucoup, là, on est sur un niveau Oui, alors c'est difficile. Les internautes sautent dessus. C'est difficile de répondre en quelques secondes. C'est extrêmement déconcertant de suivre ce que fait le président Trump, la manière dont il tweet tôt le matin. Il passe ses journées à regarder Fox News, la chaîne de télé qui est d'accord avec lui. Il ne semble pas très ouvert à l'opinion des autres. Bon, il défend les intérêts des Américains, à sa manière. À sa manière. Et nous devons être plus forts et unis, nous autres Européens, pour nous y opposer, parce qu'il ne rêve que de nous diviser. Merci Gilles Boyer. Avec Gilles Boyer était avec nous ce matin, 12e sur la liste Renaissance, la liste du président de la République pour les élections européennes. Il a répondu à vos questions aussi, chers internautes, via l'excellent Jean-Baptiste Sémerdian. À demain.